Bienvenue pour le bilan de Road to 50 000 euros. Je reçois tous les jours des questions concernant mon volume, mes stats, le rakeback, la Lucho Family. Eh bien, aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour votre soutien. Je pense notamment aux personnes qui me suivent depuis le début, qui laissent souvent des commentaires très sympas. On parlera pas de ceux qui sont un peu moins sympas, mais en tout cas, merci beaucoup car c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc encore une fois, merci d'être là chaque semaine. Comme tu le vois, aujourd'hui je suis devant le PC car on en a besoin pour parler chiffres. Alors générique et c'est parti pour le bilan de Road to 50 000 euros. Ok, donc on va commencer le bilan de ce challenge par un résumé, histoire de se remémorer les moments les plus intenses de cette aventure. Comme tu peux le voir sur le graphe, on est parti avec 500 euros, et c'est au 7e jour qu'on va avoir la première grosse émotion, avec cette fois 200 que je te laisse revivre rapidement. S'il accepte, c'est vraiment ultra rentable pour nous. Waouh, magnifique! Tout se passe à merveille, et après 10 jours, on shot déjà la 20 euros. Puis très rapidement, on arrive à shot la 50 euros, jusqu'à atteindre 3272 euros de bankroll lors du jour 25. Mais c'est là qu'on va vivre le premier revers de ce challenge avec une journée à moins 1000 euros qui va nous mettre dans le dur pendant une dizaine de jours. Mais on va finir par s'en sortir avec un bel enchaînement sur 4 jours et même une 5e journée à plus 2600 euros, lors duquel on va atteindre les 7167 euros de bankroll. Mais on va vite déchanter, avec 4 jours on va drop jusqu'à 4000 euros. Un gros coup dur, mais on va plutôt bien rebondir car on va atteindre un nouveau sommet lors du jour 56. Mais c'est à ce moment-là qu'on va prendre une énorme claque avec un bad run de plus de 10 jours auquel on va mettre un terme avec ce beau 72e jour qui nous relance. Et ensuite, ça va être assez fluide pendant 25 jours où on va monter 5000 euros. Puis vient cette quinzaine de jours un peu plus calme, comme on a l'habitude en spin, suite à laquelle je décide de mettre un peu plus de piment dans le challenge, ce qui va nous amener à jouer le plus gros jackpot du challenge, une table à 10 000 euros. Malgré une défaite sur ce jackpot, on fait une super journée à 4000 euros, qui va nous mettre sur une bonne dynamique, et donc nous voilà de retour en high stakes. Les débuts se passent plutôt bien, et on atteint 18 000 euros de bankroll très rapidement. Mais on se prend un énorme retour de variance qui nous renvoie à 5 000 euros de bankroll en seulement 2 jours. Là, c'est la douche froide, mais bon, on le savait, avec une gestion de bankroll aussi aggro, ça pouvait arriver. Et comme à notre habitude, on lâche pas, et ça fait très vite car on rebondit, notamment grâce au jour 141, avec un bénéfice de 6200 euros qui nous permet de passer la barre des 10 000 euros de bankroll. Puis on enchaîne avec le jour 146, où je fais 7434 euros de bénéfice, ce qui nous permet, les jours qui suivent, de passer pour la première fois la barre des 20 000 euros. Mais on s'arrête pas là car une semaine plus tard, on accumule 10 000 euros supplémentaires. Alors forcément, vu les limites jouées, on va vivre des journées avec des grosses pertes, comme par exemple le jour 157 où on fait moins 6700 euros. Mais très vite, on relance la machine pour aller toucher du bout des doigts les 35 000 euros de bankroll. Puis les jours qui suivent vont pas mal swinguer, on va passer la barre des 40 000 euros. Mais le jour 179 va faire mal et on retombe à 33 000 euros de bankroll avant de tomber sur un nouveau jackpot à 10 000 euros. Je te laisse revivre ce jackpot car honnêtement, cette partie était légendaire. Open. Silhouette qui va bien avec flush draw plus une over. Bon, là on va devoir call, mais pas très content. Ça va sur le pop. Ouh, qu'elle est belle celle-là. Pas besoin de protect, je préfère le laisser bloc-bloc. Bon, bah là, on a clairement. Oh, elle est magnifique. Qu'un flush royal sur le jackpot, c'était vraiment un truc de fou. Même si clairement, gagner avec une paire de 2 ou avec un carré d'as, ça change absolument rien au résultat. En tout cas, on pète à nouveau la barre des 40 000 euros. Et c'est lors d'une dernière journée de fou furieux qu'on finit le challenge après avoir eu de nombreuses balles de match. D'ailleurs, je te laisse revivre la dernière main de ce challenge. Oui, Le 6, oui, tiens, oui. tiens. Voilà. Oui, monsieur. Ok, donc on a fini le résumé. Maintenant, il est temps de passer aux stats. Je sais que vous l'attendez ce moment depuis très longtemps. J'ai vraiment eu énormément de demandes. C'est quoi tes stats, ton CEV, ton volume? On va voir tout ça tout de suite. Et on va voir aussi
qui a remporté le petit concours qu'on avait fixé au début du challenge pour remporter 5 coachings. Donc on se retrouve sur End2Not avec l'ensemble des spins qu'on a joués pendant le challenge. Alors on a joué, comme tu peux le voir, 17 289 spins. En 5 euros, donc on va pas prendre les fois où il y a 7 de tournois, c'est des petits bugs au niveau du chargement. Donc du coup, on a 685 spins en 5 euros avec un CEV 200. Honnêtement, on a un volume qui n'est pas suffisant pour pouvoir parler de CEV. De toute façon, ça va être un petit peu le cas sur toutes les limites, à part un petit peu la 50 et la 100, 200, où on commence à avoir des volumes à peu près corrects. Mais voilà, un petit peu, on ne peut pas se baser sur les CEV à chaque fois. Donc en tout cas, en 5 euros, on voit qu'on a, bon, pas forcément très bien run, mais étant donné qu'on avait vraiment un très bon CEV, du coup, ça permettait de quand même gagner de l'argent. Puis on est passé assez vite en 10 euros, où on n'a même pas fait 400 games avec un CEV de 68. Cette fois-ci, on a plutôt bien run au-dessus de levé. Donc du coup, ça nous a permis de passer très vite en 20 euros, où on a eu 52 CEV sur l'ensemble. Un run qui a tourné autour de la yellow, et donc du coup on a pu avancer de la même manière assez vite, comme on l'a vu dans le résumé, vers l'un 50 euros, où là on a joué énormément de parties avec un CEV moyen de 48, mais par contre là le run a été vraiment infernal pendant un long moment. On a été pendant très longtemps, on a run bien 100K quasiment soulevé en termes de chips. Donc, bon, c'était pas la fête, mais on a quand même réussi à pas avoir de trop grosses pertes et à continuer à grimper. On voit d'ailleurs que la redline a, elle, monté pendant un temps, et on voit sur la fin du challenge que c'était un petit peu plus bas. Et en fait, ça m'étonne pas trop, parce que sur la fin du challenge, quand je joue en 50, je jouais plus de tables qu'au début, et forcément, le niveau il se dégrade un petit peu. Donc, voilà un petit peu comment on peut justifier cette petite baisse de redline, qui n'est pas dramatique, tant qu'on est autour d'un BE. Honnêtement, le plus important ça reste la yellow, et on voit que la yellow continue de monter, donc pas de souci à ce niveau-là. On arrive maintenant au high stakes avec les 100, les 200 et les 400 euros. Honnêtement, c'est des limites où je suis pas très content de mes stats. C'est des stats qui sont gagnantes BE. J'aurais voulu faire mieux, mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans les challenges, au final, avec la chaîne YouTube, avec tout ça, ça fait un long moment que j'avais pas trop joué ces limites, en tout cas pas de manière régulière. Et donc j'ai eu besoin de de rebosser un petit peu mon jeu comme tout le monde. C'est pas magique. Donc du coup, on se retrouve avec des CEV à 20 en 100, où on n'a pas très bien run, mais bon, rien de dramatique. Être 30K soulevé, c'est pas non plus quelque chose de foufou. Mais par contre, on voit vraiment que la redline a eu du mal j'ai un petit peu souffert à ce niveau-là. Puis ensuite, on a eu la 200, où pareil, au tout début, on voit que donc c'était un petit peu un mélange, d'ailleurs, il faut bien voir ça comme ça. J'ai joué la 100, puis la 200 un petit peu en mixé, jusqu'à un petit peu jouer la 400. Du coup, on voit que clairement, au début, j'ai vraiment eu des grosses difficultés, et puis qu'ensuite, j'ai réussi à maintenir une redline plutôt correcte, ce qui m'a permis tout de suite d'avoir des résultats qui up. Donc, c'est qu'une question de temps et de travail. Une fois que j'avais bien retravaillé, on voit que les stats ont clairement sont repartis comme il fallait, alors qu'au début, c'était un peu plus dur de monter le CV. Ce qui explique une moyenne à 23, et que j'espère tout simplement avec du travail et en continuant à avancer sur mon jeu, faire monter. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la 100 et de la 200, et on termine avec la 400. La 400, bon, on voit que la redline, pour le coup, vu que je l'ai attaqué un peu plus tard, ça ressemble un petit peu à la redline de la fin de la 200. Une redline BE et une yellow qui a bien monté. On a un très beau CEV. Maintenant, est-ce qu'on peut, de la même manière qu'en 5 euros, est-ce qu'on peut affirmer qu'on a ce CEV sur le long terme? Non. Donc du coup, voilà. Il n'y a pas vraiment de limite où on peut affirmer quoi que ce soit. Il y a la 50 où voilà, le CEV de 48, je pense que je pourrais viser vraiment, si je me concentre sur la limite à fond, sur un CEV de 55. Je pense qu'un jour je ferai un challenge où j'essaierai de faire 55, pourquoi pas 60. C'est peut-être un petit peu optimiste, mais j'aime bien l'idée en tout cas et le challenge. Donc du coup, pourquoi pas un jour essayer de faire ça. Vraiment bombarder la 50, surtout qu'on verra tout à l'heure, je vous ai préparé quelques analyses swing sim, qu'au final ça peut être intéressant de jouer en 50 plutôt que d'aller jouer tout le temps en high stakes,
quand les tables sont pas très belles. Donc on va voir ça tout à l'heure. Voilà un petit peu pour ce qui est des stats en spin. Donc plutôt content de mon niveau en 50, même si j'aimerais bien aller gratter plus. Bon, forcément content du CV en 400, il n'y a pas de doute, mais un petit peu mitigé sur mes performances en 20. 50 pour le coup, je pense vraiment pouvoir aller chercher plus haut. Et en 200 100 où je trouve que voilà, il faudrait au moins aller chercher un bon 25. On regardera tout à l'heure un petit peu, mais à partir de 19-20, on est BE assez limite avec un rakeback de 40, je parle en 200. Donc voilà, on passe tout de suite au cash. Donc à la short, pendant le challenge, j'ai joué que du heads up en cash, j'ai pas joué de six mac quoi que ce soit parce que je trouvais que c'était beaucoup plus proche des spins. Donc ça m'allait très bien de jouer ça. On voit qu'on a une moyenne de 5 BB100, 5,6 BB100 à lever et que de manière générale, on a plutôt run autour de lever. Donc on a remporté environ 22 000 euros. On a été un tout petit peu en dessous parce que même si on a un BB100 qui est meilleur que le VBB100, au final ça dépend des limites. Et on voit que sur la limite la plus haute, on est un petit peu en dessous de VB100, ce qui explique qu'on a gagné un petit peu moins. Mais 500 euros, 600 euros, c'est absolument rien sur ce sample. Donc voilà, on est à lever et donc du coup on peut voir qu'on a pris quasiment la moitié du challenge grâce à la short. Donc ça c'est quand même un point intéressant pour ceux qui se posent la question quel format jouer ou quoi. Les spins forcément très EV très intéressantes, mais sur le challenge ça s'est plutôt bien passé en short et en spin. Donc si on regarde l'ensemble du challenge, on peut voir que clairement on a run très loin soulevé, quasiment 200, un bon 150 000 soulevés. Ça pour le coup ça commence vraiment à être énorme. On voit une redline qui selon les limites, selon les périodes a été assez mouvementée. Donc ça c'est pareil, hein, c'est intéressant de voir que il a fallu rectifier pour sauver les stats un petit peu sur la fin, mais on voit quand même que ça continue à bien grimper malgré qu'on ait joué assez haut sur la fin. Donc c'en est tout pour les stats un petit peu qu'on a vu. On finit juste avec un petit point sur le rakeback et après je vous donne le grand gagnant du concours donc pour les 5 coachings. Donc au niveau du rakeback, on m'a souvent posé la question de combien j'avais gagné en termes de rakeback. Donc pour rappel, j'ai commencé le challenge avec 40% de rakeback, donc on va voir que sur les petites limites, ça ne changeait pas grand-chose au final, mais que c'est surtout sur les hautes limites, mais au final, quand on joue les hautes limites, on a toujours 40% très rapidement. Donc petit avantage, mais qui n'aura pas eu un impact non plus énorme, même si il faut quand même le prendre en compte. Donc du coup, pour compter un petit peu le rakeback, il faut déjà compter le rake. En 100 euros et moins en spin, on est tout simplement à 7% de rake. Donc ce qui veut dire que si on cumule tous les bains que j'ai payés, qu'on applique 7% de rake, puis un rakeback de 40%, on a 12 373 euros sur les 100 et moins. Pareil pour la 200 euros et la 400 euros, sauf que là il faut appliquer un rake de 6% seulement. Et donc un rakeback de 40% là-dessus, ça fait 20 596 euros. Et on repasse sur la short où là c'est directement affiché, donc il n'y a pas de question à se poser. On a raké 14 673 euros et donc à 40%, on récupère 5 869 euros, ce qui nous fait un total de 38 838 euros de rakeback. On en conclut très rapidement. Cotable, forcément, on est négatif en spin, mais attention, là je vous ai préparé quelques swing sims et c'est très important qu'on comprenne bien les choses parce que il y a beaucoup de joueurs qui ne comprennent pas qu'en spin, le rakeback, c'est le nerf de la guerre. Et pourtant, c'est vraiment le cas. Donc, pour ça, je vous ai préparé tout ce qu'il faut. Et on va commencer tout de suite très haut en 200 euros. Donc, j'ai mis mon win rate, mon CV du challenge, 23. Et on va faire sur 10 000 games. C'est juste vraiment pour voir l'impact du rakeback. Donc, on voit qu'on est ici, on a moins 33 800 euros avec ce CV sur 10 000 games. Pré-rakeback. Donc c'est totalement standard en fait, sauf qu'au final, après rakeback, on est quand même à 14 194 euros de bénéfice. Et c'est ce chiffre-là qui compte. On ne peut pas dire oui, mais moi je regarde sans rakeback, ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment regarder ces résultats avec le rakeback. Ça fait partie, c'est comme si je vous disais un salarié, on lui enlève le 3/4 de son salaire, ça n'a aucun sens.
ou les primes, les choses comme ça. Donc vraiment, le rakeback est à prendre en compte et donc du coup, on voit qu'on tous les bénéfices sont faits grâce au rakeback en 200 et plus, sauf si on a un énorme CEV. Et d'ailleurs, on va aller voir ça un petit peu en 50, où on peut avoir un CEV un petit peu plus grand. Donc par exemple, là pareil, j'ai mis 48, donc ce qui nous met à 23 260 euros de bénéfice total sur 10 000 games. Sauf qu'on voit qu'en fait, on a plus de la moitié des bénéfices qui sont faits grâce au rakeback, parce qu'avant rakeback, on est à 9 260 euros. Donc je pense notamment aux joueurs belges qui parfois me demandent, est-ce que tu penses que c'est possible de jouer en spin sans rakeback, pardon. Honnêtement, c'est très compliqué si le rake est à 7%, comme sur le point .fr. Donc voilà un petit peu pour la 50. Donc on voit qu'avec un CEV de 48, comme on a vu, c'est à peu près quasiment moitié-moitié, voire quand même un bon 60% de bénéfice grâce au rakeback. Et pour finir, on va voir quand on a un énorme CEV, donc par exemple sur une limite beaucoup plus basse, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'au final, si vous n'avez pas de statut de fidélité, des choses comme ça, là j'ai mis 100, donc c'est le CEV que j'ai fait en 5 sur le challenge. Alors on n'a pas du tout assez de game pour affirmer ce CEV, mais c'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est de voir vraiment que si on a des gros CEV, au final le rakeback a beaucoup moins d'importance. Et on voit que forcément quand on joue des très très hautes limites, forcément on peut pas espérer avoir 100 de CV en 200, ça n'a juste aucun sens. Donc voilà un petit peu pour que tout le monde comprenne bien l'impact du rakeback. Sur les basses limites, vous êtes censé avoir des gros CV, donc le rakeback a moins d'importance, même si on voit qu'il y a quand même ici il y a 1400 euros de plus. Mais à côté de ça, sinon c'est quand on monte de limite, c'est énormément le rakeback qui compte en spin. Alors que quand on va faire du cash game, par exemple, ou à la short, la majorité de mes bénéfices, on a vu que j'avais fait 22 000 euros de gains et 5 000 euros de rakeback. Donc du coup, on voit que la majorité des gains, c'est fait directement au table. Mais en spin, on ne peut pas compter comme ça. Le rakeback est à inclure dans vos résultats, dans vos bénéfices. Sinon, vous pouvez juste pas être gagnant sur les hautes limites. On pense notamment en Espagne, où ils sont à 60% de rakeback, alors que nous, on est capé à 40% en France. Donc, sauf affiliation, tout ça, mais voilà un petit peu à ce niveau-là, et affiliation que je n'ai pas d'ailleurs, parce que j'entends souvent que je travaille avec Betclic. Non, je ne travaille pas avec Betclic, même si j'aimerais beaucoup. Message à Betclic. Donc voilà pour le bilan à ce niveau-là. Du coup, il reste cette question, qui a gagné les 5 coachings? Eh bien, on va faire le compte ensemble. Donc on revient sur End2Note. On a 17 289 spins. Et on a 37 756 mains de short jouées. Donc je l'avais expliqué pour le compte, pour compter le nombre de mains en short et que ça corresponde à un nombre de spins, on diviserait par 10. Donc ce qui nous fait 3375 spins à rajouter et un total de 21 064 euros. Et donc malgré qu'il y ait quand même quelques personnes assez proches, c'est Christian qui remporte avec 21 000, il avait annoncé 21 000, il est vraiment tout proche, donc bravo à Christian. Christian, tu as juste à m'envoyer un message sur Discord, sur Instagram, et puis je te répondrai avec grand plaisir et on s'organise ça, et je pense que ça sera partagé à tout le monde. Donc j'attends des nouvelles, et en attendant, je vous ai prévu quelques petits conseils pour vous aider à votre tour à faire monter votre bankroll, donc on enchaîne avec la 3e partie de ce bilan. Ok, donc on va se faire un petit point, j'ai pris quelques notes et comme ça je vais pouvoir te partager pour moi les conseils qui sont les plus importants. On va clairement pas rentrer dans du technique pur, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense que la macro est souvent sous-estimée au poker alors que ça a une place énorme et tout simplement ce que je vais te dire aujourd'hui ça a énormément de valeur et après ça sera à toi de mettre les choses en place pour évoluer tout simplement. Donc le premier point évidemment c'est la gestion de bankroll. Alors déjà, gros disclaimer, sur les challenges que j'effectue sur la chaîne, je suis toujours avec un bankroll management qui est très agressif, tout simplement pour donner un petit peu de piment aux vidéos, mais aussi parce que de toute façon on est sur YouTube, on est là pour le show, et je sais que vous aimez ça, sinon franchement les challenges seraient pas passionnants, un petit peu redondants. Donc le but c'est vraiment de garder une gestion dynamique pour le contenu. Et maintenant, si on parle un petit peu plus de toi qui est en train de regarder la vidéo, eh bien, il y a plusieurs choses à prendre en compte dans la gestion de bankroll. Le premier point déjà, c'est que si tu veux vivre du poker,
je te conseille grandement d'avoir 6 mois à 1 an d'avance. Tout simplement parce que on ne sait pas comment ça va se passer sur le mois qui vient. Sauf si on joue des très basses limites avec des très gros CV où là ça va être un petit peu plus sûr, mais c'est rarement à ces limites qu'on va pouvoir vraiment vivre du poker. Donc je te conseille tout simplement de compter combien tu as besoin de dépenser par mois. Et tu multiplies ça par 6 ou par 12, tu as 6 mois, 1 an qui est sur ton compte, qui est bloqué et que tu sais que tu n'auras pas besoin forcément de retirer de l'argent de ta bankroll pour vivre. Ça pour moi c'est vraiment essentiel, même si peut-être que ça te servira jamais, au moins tu peux jouer tranquille et avoir l'esprit tranquille au poker, c'est très important. Sinon c'est le meilleur moyen pour tilter très rapidement au moindre problème. Ça vraiment c'est si tu veux vivre du poker. Évidemment j'ai le cas de même certains élèves qui vivent encore chez leurs parents, qui n'ont pas forcément de responsabilité, qui peuvent se permettre de ne pas sortir d'argent pendant quelques mois, eh bien pour eux c'est un petit peu différent parce qu'on va pouvoir être beaucoup plus agressif sur la gestion de bankroll, on va pouvoir prendre un petit peu plus de risques et le but c'est justement de monter une bankroll le plus rapidement possible, de pouvoir sortir 6 à 12 mois d'avance pour qu'ils puissent aller prendre leur propre logement et commencer à vivre de manière indépendante et autonome. Donc vraiment en fonction de vos profils, faites attention, c'est très important d'avoir cette gestion d'argent en fait à côté du poker qui va directement impacter votre état au table. Donc vraiment prévoyez ce qu'il faut. Je déconseille énormément de se lancer dans le poker si on n'a pas au moins vraiment le minimum 3 mois d'avance. Et ça dépend encore une fois des limites que vous jouez. Le mieux c'est de commencer progressivement avec un travail à côté si possible. Si vraiment vous avez des dépenses régulières. Et une fois que vous vous êtes prouvé que vous avez des revenus qui sont suffisants, et bien là vous pouvez envisager de passer à 100% poker. Si par contre vous voulez faire un all-in dans le poker, c'est possible, mais par contre il ne faut pas avoir trop de dépenses obligatoires dans le mois qui vient, sinon ça va être très compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite maintenant si on parle de BRM pur au table, encore une fois je ne pourrais pas donner de chiffres, ça va dépendre de chacun, mais ce que je conseille c'est au moins 200 buy en spin. De toute façon en fait il faut juste prendre très large en fait, parce que même si on parle beaucoup de variance un peu partout, c'est de plus en plus voilà, tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie, mais de là à comprendre ce que c'est vraiment la variance, d'imaginer vraiment à quel point ça peut swinger, je pense que très peu de gens ont la bonne estimation. Je pense que le cerveau humain est tout simplement pas fait pour comprendre à quel point ça peut swinger. Donc prenez votre estimation et vous pouvez considérer que c'est encore pire que ce que vous estimez. Alors ça dépend aussi de la personnalité, hein. Il y a des gens qui sont très pessimistes, d'autres optimistes, mais c'est vraiment important de prendre large. De toute façon il n'y a pas trop de risques à prendre trop large. Peut-être ça peut vous ralentir un petit peu dans la progression, mais mieux vaut aller loin que de vouloir aller vite. Donc voilà pour ce point. Et on va enchaîner sur le deuxième point que je voulais aborder avec vous. L'idée de jouer les bonnes limites, les limites qui vous rapportent le plus, et aussi de prendre votre temps. Alors je ne sais pas si tu t'en es rendu compte quand on a fait les swing sim tout à l'heure, mais sur 10 000 games, j'avais plus de gains en 50 euros qu'en 200 euros avec les CEV que j'ai fait pendant le challenge. Donc ça montre que parfois, mettre son ego de côté et jouer des limites un peu plus basses, eh bien ça peut rapporter plus, et en plus de ça, avec moins de variance. Donc vraiment, bien cibler les limites que tu dois jouer, c'est important. Table select même en spin, c'est possible. Alors forcément moins qu'en cash où on peut carrément choisir son siège, mais dans l'ensemble, il y a quand même possibilité de voir, ok, il y a des belles tables à cette limite en ce moment, je vais jouer cette limite, il y a des belles tables à l'autre, et puis surtout pas avoir peur de redescendre parce que c'est pas parce que vous jouez beaucoup plus cher que vous allez gagner beaucoup plus. Ça c'est vraiment une croyance totalement fausse. Et forcément, le potentiel est plus haut, mais selon votre niveau, c'est pas forcément vrai que vous allez gagner plus à jouer plus cher. Même parfois, vous allez peut-être devenir perdant. Donc faites bien attention, sélectionnez bien la limite en fonction de votre niveau et celle qui vous rapporte le plus, tout simplement. Même si ça fait moins rêver, le plus important, c'est la rentabilité. Et comme on pouvait le voir sur les swing sim, quand j'avais 10 000 parties en 200 euros avec 23 de CV, je gagnais 14 000 euros, soit 1,4 euros par partie. Alors que quand je jouais en 50 euros, sur 10 000 parties, je gagnais 23 260 euros, soit 2,3 euros par partie. Donc on gagne quasiment 2 fois plus par partie à jouer en 50 euros avec les CV que j'ai eu pendant le challenge. Maintenant, du coup, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. C'est-à-dire, bon bah du coup, je vais jouer tout le temps les plus basses limites parce que sinon, forcément, on se ralentit aussi au niveau de la progression. C'est quand même intéressant d'aller jouer plus haut pour se pousser et pour développer de nouvelles compétences. Forcément, c'est en jouant des joueurs plus forts que vous allez vous rendre compte de certains leaks que vous avez. Et donc, c'est intéressant de jouer plus cher pour la progression. Je vais accepter parfois d'avoir une moins bonne rentabilité
pour progresser et plus tard avoir une meilleure rentabilité. Donc vraiment pour résumer ce deuxième point, bien estimer sa rentabilité sur chaque limite en fonction de ses résultats et aussi prendre son temps. C'est pas une course, le poker le but est de durer longtemps, pouvoir jouer plusieurs années, donc si c'est pour se brûler ça sert strictement à rien. Donc prenez votre temps et mettez les choses en place qu'il faut. Et d'ailleurs en parlant de mettre des choses en place, on arrive tout de suite au troisième point qui est tout simplement se former et s'entourer. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi c'est très important. Pour moi, le poker, ça peut être facile comme ça peut être très difficile. Ça peut être difficile car on peut ne pas savoir par où commencer, ne pas travailler les bonnes choses, alors qu'il y a des points très précis sur lesquels il faut travailler pour faire évoluer son CEV. Mais aussi, il y a toutes ces périodes de doute que tout joueur de poker va rencontrer. Et forcément, si on est tout seul dans son coin, c'est des périodes qui sont plus difficiles à assumer et pendant lesquelles on pourrait prendre de mauvaises décisions, alors que d'avoir des avis extérieurs, c'est toujours intéressant quand on perd peut-être un peu en lucidité. Et pourquoi de l'autre côté, je dis que c'est facile ? Parce que pour moi, quand tu es bien entouré, que tu peux avancer sereinement sur le plan financier aussi, par exemple avec du stacking, des choses comme ça, eh bien forcément, c'est plus facile d'avancer dans ta carrière et tu avances aussi beaucoup plus rapidement. Car la personne, tout simplement, si tu es bien entouré, va te donner les bons conseils, les bons axes de progression. Et donc, tu vas aller forcément beaucoup plus vite que quelqu'un qui va travailler dans son coin, donc sans coach ou même sans juste un groupe de travail, ça peut déjà être intéressant, même si ça n'aura pas forcément la valeur d'un coach qui joue des limites supérieures. Donc voilà. Et donc, pour finir sur cette thématique de se former et s'entourer, on parlait tout à l'heure des points prioritaires à travailler. J'en ai sélectionné 3 pour t'orienter un petit peu. C'est le pré-flop. Le pré-flop est souvent sous-estimé, c'est pas forcément le plus fun à travailler car tout simplement c'est pas intellectuellement là qu'il va falloir le plus réfléchir, mais pour autant c'est là qu'il faut être excellent et notamment je pense sur les basses limites, jeu versus fiche. Ton jeu versus fiche doit juste être excellent si tu veux éclater les micro-limites et tu dois quand même avoir quelques connaissances théoriques si tu veux jouer un peu plus haut. Le top étant de connaître presque parfaitement les ranges théoriques et de les adapter à chaque situation et chaque adversaire. Ensuite, il va avoir le jeu post-flop où là, ton objectif, ça va être d'améliorer ton thinking process. Vraiment bien comprendre l'intérêt de chaque play. Trop souvent, quand je discute avec des joueurs, c'est « Ok, là j'ai bet, pourquoi ?» Je sais pas. Donc du coup, c'est vraiment ça qu'il faut corriger, c'est avoir une raison pour chaque décision qu'on prend et pas prendre des décisions au hasard ou sous prétexte que j'ai vu que dans ces spots-là, il fallait faire ça théoriquement. En fait, si tu ne comprends pas pourquoi il faut le faire, ça n'a aucun sens. Donc, bien comprendre l'intérêt de chaque action et faire évoluer ton thinking process, tes réflexions, tes visualisations de range post-flop. Et pour terminer, on va avoir la théorie où là, le but clairement, ça n'est pas d'apprendre les spots, mais de tout simplement comprendre les concepts qui se jouent derrière. Et là, c'est un travail un petit peu plus profond, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de connaître tous les concepts ou de les comprendre surtout. Pour commencer à crush, là, 5-10 euros, c'est vraiment un petit peu pour crush au-dessus, où là, c'est important d'avoir des bonnes bases. En tout cas, ça permettra de performer plus que la majorité des joueurs de ces limites. Voilà, j'espère t'avoir aiguillé un petit peu sur les améliorations que tu peux apporter à ton jeu et sur les choses que tu peux mettre en place, comme s'entourer par exemple. Et on va enchaîner avec la dernière partie de ce bilan, les projets futurs. Et oui, en effet, le challenge est terminé, mais j'ai pas envie de vous laisser là. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais aussi dans le Discord. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, si tu ne fais pas encore partie des nombreux abonnés, je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton pour ne rien rater des projets dont je vais te parler tout de suite. Alors, j'ai beaucoup de retours qui me demandent d'en voir plus sur mon quotidien, mes warm-up, mon setup, comment je travaille. Et honnêtement, j'ai vu qu'une seule solution pour remplir toutes ces cases. Tout simplement, c'est de vlogger. Alors, je vais pas te mentir, ça va être un exercice très difficile pour moi. C'est nouveau, c'est un gros challenge en termes d'investissement, c'est pas forcément intuitif pour moi de partager ma vie, mais ça a l'air de beaucoup vous intéresser. Alors, je vais faire l'effort, on va essayer et je compte sur vous pour apporter un maximum de soutien si vous aimez ce genre de contenu. En parallèle de ça, il y aura les pépites du mois. Donc chaque mois, je vous partagerai les plus grosses tables que j'ai jouées, mais c'est aussi le moment, pourquoi pas, de partager des tables de la Lucho Family ou alors tout simplement les gros moments du mois. Pourquoi pas même un gros jackpot d'un abonné, ça pourrait être super cool. Je profiterai aussi de ces vidéos pour faire un bilan de chaque mois sur mes résultats en toute transparence. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais il y en a très peu qui le font, notamment en spin, car c'est un format où ça swing beaucoup. Et c'est jamais top de dire « j'ai perdu 20 000 € ce mois-ci ». Alors, comme à mon habitude sur la chaîne, je montrerai tout, les bons mois
comme les mauvais. Et ça commence dès la semaine prochaine avec un mois, je te préviens, un mois, une pure pépite, le mois d'avril, car oui, le challenge je l'ai fini en mars. Et donc tu n'as rien vu de mon grind depuis mi-mars. Alors on va se faire le mois d'avril et le mois de mai pour récupérer. Et ensuite on va enchaîner comme ça chaque mois où je te partagerai les meilleurs moments de chaque mois. D'ailleurs j'aimerais aussi lors de ces pépites mensuelles te partager une pépite technique ou alors un conseil important. Alors n'hésite pas à mettre des messages sur le Discord, m'envoyer des messages privés pour me dire quelle thématique te pose problème. Voilà, tu sais presque tout sur les projets YouTube. Je te fais aussi un petit topo rapidement sur les projets de la Lucho Family car j'ai beaucoup de demandes en ce moment. Est-ce que je pourrais avoir une place? Comment on fait pour intégrer la Lucho Family? Eh bien, de nouvelles places vont bientôt s'ouvrir. Il y en aura très peu malheureusement, alors si tu ne veux pas rater ta chance, rejoins le Discord tout de suite car c'est là-bas que je ferai les premières annonces. Et pour finir en beauté ce bilan qui clôture le challenge, je te laisse avec cette information. Un énorme projet arrive pour 2025. Alors, abonne-toi, mets ton like et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!